Nathan. Bonjour Aurélien. Comment tu vas? Écoute, plutôt bien, et toi, c'est une belle journée? Ça va super. Pas trop intimidé? Pas du tout, c'est naturel. Je commence à avoir l'habitude avec tes vidéos. On va parler de quoi aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, on va parler du club, on va revenir un petit peu à l'essentiel, on va raconter l'histoire. Il y a beaucoup de choses que les gens savent pas et on va raconter les dessous de l'histoire. Donc aujourd'hui, tu veux éclaircir un peu Ouais. tout ce qui s'est pas dit tout haut, quoi. Tout ce qui se dit pas tout haut, toutes les coulisses que les gens savent pas, voient pas. Je pense que c'est important aussi de... Et puis les joueurs, on a changé de joueurs, il y a eu un turnover aussi au club. Donc les nouveaux n'ont pas forcément la connaissance de l'histoire fondamentale. Et je pense que c'est important de revenir aux bases. On va forcément parler du début du club, la création, comment ça s'est passé? Histoire très atypique, on s'est entassé à une quinzaine sur un city stade, tu sais, les tout petits stades, là, c'est même pas un terrain de futsal. À partir de là, il y a Guillaume, un ami à nous, qui a eu la génialité de créer un faux maillot sur un site internet, je sais même pas lequel. Un maillot violet en plus, rien à voir avec nos couleurs. Et moi, j'ai lancé l'idée de créer le club et on s'est dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Au début, on m'a pris pour un fou, on m'a dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué, nani, nana. Et je leur ai dit, non, les gars, on va le faire, ça va être possible. J'ai créé la sauce, on a déposé l'affiliation, tout ça, en une semaine. On était inscrits en championnat. Et là, c'était le début des problèmes. Ça se passe comment pour créer un club? Tu crées d'abord une association. Alors maintenant, c'est facile, hein, tu crées en ligne, tu déposes tes statuts, tu as un espace, tout se fait en ligne, c'est gratuit. Donc n'importe qui peut créer une association, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et ensuite, maintenant que tu as ton association, il faut t'affilier à la fédération. Donc il faut contacter le district de ton département, et il y en a un par département. Et à partir de là, pareil, ça va très vite. Tu envoies le fait que tu es une association, tout est récépissé, et tu es inscrit. Et là, alors, s'affilier, c'est gratuit. Et ensuite, après, tu t'inscris en championnat, où là, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est dérisoire et tu te vois du coup affilié et inscrit. Ça a été très rapide. L'association a été créée le 21 juin 2021 et on a été affilié même pas le 15 juillet. Ça t'a pas fait peur? Peur non, parce que j'avais déjà été président d'un club de football américain avant, quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans. J'avais déjà fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là, des erreurs de gestion d'humains, pas mal de choses. Donc j'avais appris déjà sur comment on faisait. Donc ça c'était facile quand t'es pas dans l'inconnu. Et ensuite, j'avais mûri, donc c'était naturel pour moi. Non, pas de peur. Et ils t'ont pas pris au sérieux au départ, les joueurs? Mes joueurs, non. Enfin, tes amis. Parce que c'est tes amis de base. Ouais, c'est surtout mes amis. Ils m'ont pas pris au sérieux, mais ça a été devenu très sérieux le jour où j'ai envoyé la copie de la capture d'écran d'affiliation. Là, c'était factuel, quoi. Donc là, ils m'ont pris au sérieux. Mais d'entrée, on a eu un premier problème de base. C'est à Durban, c'est un terrain de rugby. Il n'y a pas de cage de foot. Ça se trouve où, des cages de foot? Compliqué. Compliqué. On est allé à la mairie. La mairie nous a dit, bah non, nous, on n'a pas les moyens pour trouver des cages de foot. Et donc, il a fallu trouver des cages de foot. Mais il a fallu trouver des cages de foot dans un délai assez court pour commencer le championnat. Commencez quand le championnat? Alors, la coupe commençait mi-août. Mi-août, et vous avez commencé fin juin pratiquement. On s'est posé la question des cages le 15 juillet, quoi. Donc, ultra compliqué. On a cherché partout. Délai de livraison, c'était 2 mois et demi. C'était pas acceptable. Ah ben non. On a trouvé une société en Italie qui acceptait de les importer. Mais pareil, le délai, c'était après notre premier match de coupe, le délai de livraison. Et donc là, on est parti dans une aventure fabuleuse. C'est que le père de notre secrétaire, qui est aussi ma femme Morgane, a attrapé des cages de foot à 8 qu'on nous avait données. Foot à 8, c'est quand même vachement plus petit, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus gros. Et avec la barre des cages de fixation, c'était des cages amovibles et tout ça. On a découpé, soudé le métal et on a fait des cages de foot à 11 provisoires. Vous l'avez fait vous-même? On l'a fait nous-mêmes, là, ça a pris un week-end entier. Et le premier match contre Pexura, premier match du club en coupe, il y avait des cages. Pas aux normes, un peu tordues, mais il y avait des cages de foot à 11 posées sur le terrain, qu'on a gardées pendant 2 matchs avant de recevoir nos cages à nous. Et avant le début du coup des matchs, comment s'est passé les préparations? Vous étiez combien au départ? Parce que là, tu lances le projet, mais est-ce qu'au départ, vous étiez minimum 11 ou, comment ça s'est passé tout ça? Bien plus que ça. Premier entraînement, on est une trentaine. Trentaine? Oui, ça a pris tout de suite parce que c'est nouveau. On est sur une terre de rugby, il n'y a pas de foot. Il y avait un club de foot il y a 15 ans qui avait fermé. Donc déjà, on a récupéré tous les jeunes qui étaient dans ce club de foot. Hein. C'était mes amis, c'est d'où part le projet. On a récupéré d'autres joueurs un peu partout, même certains du rugby qui sont venus essayer. Donc non, là, pour le problème de joueurs, ça s'est fait tout seul. Ok. La préparation, ce qui était compliqué, c'était l'entraîneur. Ouais, vous aviez un entraîneur? Non, et trouver un entraîneur de foot dans une terre de rugby, je te dis pas la galère. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un premier entraîneur qui collait pas du tout avec l'état d'esprit de l'équipe, un banquier. Ça passait pas, donc il est resté 3 semaines.
Et ensuite, on a eu Roger, Roger qui est resté un petit peu plus longtemps, mais on y reviendra plus tard sur Roger. Au niveau des cages soudées, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors les cages soudées, je t'ai tout dit, par contre c'est les cages tout court le problème. Le problème c'est qu'à Durban, et ça c'est un point essentiel de notre histoire et de notre fondation, il y a une mairie qui brille par son incompétence constante. Pendant des années, on a essayé de tempérer, mais là, autant dire la vérité et dire les choses. La mairie de Durban, c'est des gens âgés, qui ont pris une mairie délabrée, endettée, et qui, à mon sens, ne sont pas en capacité de gérer un village qui demande tant de dynamisme. Durban, il y a des gens vivants, il y a des gens qui font des choses. Et eux, ils comblent des trous, ils font des pansements là où ça fuit, mais ils sont pas dans le développement. Et donc on m'a dit, donc je passe le bonjour à monsieur Pascal Schneider, qui pendant des semaines m'a affirmé que la mairie poserait nos cages. C'était tout simplement un mensonge. Il a fallu que je me pointe à une réunion avec la mairie, le maire et des adjoints, avec des captures d'écran de ces messages. Parce que lui, il trouvait toujours l'excuse. On n'a pas le manuel pour les poser, c'est trop compliqué. Il faut savoir que pour poser des cages de foot à 11, c'est 1 mètre cube de béton avec des fourreaux en métaux posés dedans, avec un drain. Il n'y a rien de compliqué. Oui, n'importe quel mec qui sait utiliser une truelle et un seau et une brouette peut le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est arrivé à cette réunion, on a montré la capture d'écran, on l'a montré au maire, regardez monsieur le maire, là, il nous prend clairement pour des cons. Le conseil municipal a donc décidé de nous autoriser à les poser nous-mêmes. Et enfin, et donc après 3 semaines de négociations, on les a posés nous-mêmes. Il faut savoir qu'à la Baramine, parce qu'à Durban, en dessous de sa terre, c'est... La pierre. C'est de la pierre. Donc avec des joueurs comme Younes, Fabien, tout ça, on est à la Baramine. On a creusé le trou sur 60 cm. Donc dès le départ, en fait, la mairie, elle vous soutenait pas, quoi? Non, elle nous soutenait pas. Et même pire, ça coûtait trop cher et c'était trop compliqué de poser nos cages, soi-disant. Par contre, une fois qu'on les avait posées, il faut savoir un truc. Si la mairie pose des infrastructures sportives, ils sont de facto aux normes parce que leurs services sont habilités à faire les choses aux normes. Sauf que comme c'est nous qui l'avons fait, la mairie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir l'AFNOR, qui est un organisme de contrôle, et contrôler que notre travail était bien fait. Ça a coûté 2 500 €. Voilà. Ils ont préféré payer un organisme de vérification, alors qu'ils n'ont pas d'argent, que de faire eux-mêmes les travaux. Donc au final, ça a coûté plus cher. Ça prouve que il n'aimait pas vraiment votre projet. Non, ils n'aimaient pas notre projet. On emmerdait plus qu'autre chose. Sur une terre de rugby, on faisait un peu tâche. Donc oui. Après, ils sont arrivés. L'AFNOR a certifié que c'était aux normes. Et voilà, l'aventure, là, elle était... Ça vous a donné raison. Oui, ça nous a donné raison. Mais de toute façon, on a suivi les règles à la lettre. On a suivi le mode d'emploi qu'on nous a fourni avec les cages à la lettre. Donc ça pouvait que être aux normes. Et à 2 500 € la cage, on savait que c'était de la qualité, c'était fabriqué en Europe. Enfin, il n'y avait pas de risque de sécurité. Maintenant, on va passer sur la saison, la première saison. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des matchs en tête, des événements en particulier? Ah, des matchs en tête. Comment s'est passé le début de saison de championnat déjà? Comment vous avez entamé le championnat? Par une petite défaite, il me semble 2-0 contre Badens. C'était la première année, et puis on jouait avec des joueurs qui étaient vraiment là pour le loisir. Hein. C'est plus du tout l'optique du club aujourd'hui, mais la première année, c'est le loisir. Donc l'état d'esprit, c'était loisir? Ouais, totalement. On gagne des matchs quand même. Je me rappellerai on prive FCCM de la montée sur 2 matchs nuls. Premier non-défaite, un match sous la pluie. Je joue, tu vois, avec mes 130 kilos pourtant. Je joue défenseur central, je fais une demi-heure, je suis titulaire. Je suis titulaire que pour une seule raison, il n'y a qu'un seul maillot à ma table. À ma taille, il n'y a qu'un seul maillot à ma taille, et c'est le numéro 5, et donc je suis obligé d'être titulaire quand je joue. Parce que le 5, c'est du triple XL, sinon certains, ça leur faisait une jupe, c'était génial. Donc t'étais joueur avant d'être président, ou t'étais président dès le début? Non, je suis président fondateur et j'étais joueur. Ok. Et donc, on fait ce match-là. Moi, je sauve un but, je contiens l'attaquant alors que je suis à la rue complet. On fait 2-2 chez eux. Un moment incroyable, quoi. Première non-défaite pour un club qui vient de se lancer, c'est quelque chose. Ouais, c'est génial. On enchaîne par une victoire. Après, bon, bien sûr, on reprend les grosses équipes du championnat, donc ça devient compliqué. Et phase retour, premier derby aussi contre Saint-André. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a forcément un derby, même que vous soyez en district ou quoi, il y a forcément un derby. L'Olympique Saint-André, on y reviendra plus tard, parce que sur la 3e saison,
une belle partie de l'histoire. Mais en gros, oui, premier derby chez eux. Dis-toi, c'est notre arbitre club. On avait un arbitre club à ce moment-là. Ouais, c'est notre arbitre club qui arbitre parce qu'il n'y a pas d'arbitre. En D4, ça arrivait, maintenant ça arrive plus, mais ça arrivait qu'il n'y ait pas d'arbitre. Et on se fait voler, mais par le mec de chez nous. Et moi, je joue 10. Je suis au milieu avec Younes. Je joue 10. Je fais des 1-2. On avait un entraîneur qui avait une vision du foot un peu. Je joue 20 minutes, 10, tu vois, on fait des 1-2, tac, tac. On finit par gagner quand même. Il me semble qu'on gagne 3-0. Alors que l'arbitre nous vole. Match très accroché. La saison se passe, des petits matchs. De nouveau pour la Nouvelle. Pour moi, c'est pour la Nouvelle Saint-André, c'est vraiment les 2 matchs aller-retour qui ont été très, très forts. Match chez nous, match arrêté. En fait, on égalise 2-2. Mon joueur, il enlève son maillot, il prend un jaune. Et là, il y a le capitaine adverse qui lui met des coups de poing. Ça part au pugilat, envahissement de stade. En fait, ouais, mais on venait de leur voler la montée. Ok. Voilà. Et bon, ils ont eu de la chance. Il y a une équipe qui s'est fait disqualifier en cours de route, donc ils sont quand même montés. Mais sportivement, là, ce match-là, on venait de leur voler la montée. Donc la première saison, elle s'est passée comment? Dans l'ensemble, ça s'est terminé comment? Bon, on finit 5e. 5e pour une toute première saison sur 11, on finit 5e. Ça va. Pour une première existence, ouais. Ouais, et là, on commence à se dire, bon, peut-être que si on structure un peu plus, on devient plus sérieux, il y a moyen de faire quelque chose de très solide. Mais il y a eu un petit événement quand même en fin de saison déplorable. C'est-à-dire? Moi, l'entraîneur qui avait en place, Roger, c'était mon ami de base. Des fois, quand tu es président, tu prends des décisions qui sont pas faciles. Et lors d'un match, il y a des débordements avec le grand-père d'un joueur, un supporter, et l'entraîneur se bat avec nos supporters, ce qui m'a été obligé de l'exclure. Ce qui a été compliqué, parce que moi j'ai perdu un ami quand même dans l'histoire. Et voilà, ça n'a pas été facile. Donc là, en plus, je suis devenu président, joueur et entraîneur. Voilà. Ah, t'as pris le poste d'entraîneur? Ah bah oui, j'avais personne sous la main. Ok, donc vous avez fini 5e en étant... En quasiment, on va se dire clairement, en autogestion. En autogestion, ok. Très bien. Mis à part le foot, est-ce que, en dehors de ça, tu me dis que Durban, c'est une ville qui a du mouvement, où il y a du mouvement. T'entends quoi par ça? Vous-même, est-ce que vous produisez quelque chose? Alors, on sortait de Covid, il n'y avait plus de fête de village depuis 4 ans. Et cette année-là, on va voir la mairie pour faire la fête de village. On demande des subventions qu'elle refuse alors qu'elle les accordera un an plus tard, 2 ans plus tard à une autre association. Il n'y a plus de comité des fêtes à Durban, disparu. Le président a démissionné, le secrétaire aussi. Il y a un compte avec de l'argent, mais plus personne pour gérer la sauce. On demande à ce comité des fêtes la possibilité d'avoir un prêt pour développer les fonds. C'est refusé. À partir de ce moment-là, c'est notre trésorier qui a avancé les frais, M. Gessner, le trésorier à l'époque et responsable de l'école de foot aujourd'hui, qui a avancé les frais de la fête. Et donc on a fait une belle fête avec un grand DJ pendant 3 jours, avec un repas, enfin vraiment quelque chose... De convivial. Ouais, d'extraordinaire. Il y a eu à peu près 6000 personnes. 6000 personnes? Ouais, sur le week-end, ouais. Alors qu'à Durban, il n'y a pas autant de personnes. Ah non, mais la fête de Durban, c'est toujours été un gros truc. Et là, le plus gros soir, il devait y avoir 3500 personnes. C'était vraiment un truc énorme. C'était trop cool. C'est énormément de préparation. Ça rapporte pas d'argent. C'est simple. Le bénéfice net à la fin de la fête, c'était 1000 €. En ayant tout payé. Donc, pour l'investissement que ça demande, c'est trop. Ouais, tu le fais pas pour l'argent. On est prévenu au mois de juin qu'on a le droit de faire la fête. Au mois de juin, la fête, elle est fin août. On est fin juin, la fête, elle est fin août. Un mois pour organiser une fête de village, c'est un exploit. C'est vraiment tout le monde qui s'est mis au travail. Et ça, là, tu vois vraiment qu'on était soudés. Même, tout le monde s'est mis en ordre pour que ça se passe. Ça s'est bien passé. Très, très bien passé. Il y avait des barbecues, des grillades. C'était un truc de fou. Moi, je me suis accordé un moment de pause. C'est le dimanche après-midi. Dimanche après-midi, il y a un truc qui s'appelle le tour de table. On fait le tour sur une charrette et un tracteur. On fait le tour dans le village, on boit et tout. Moi, j'ai relâché la pression à ce moment-là. On fait le tour des piscines. On rentre chez les gens, même sans leur autorisation, on saute dans les piscines. C'est une coutume locale de Durban. Donc ils sont habitués, les gens. Les gens sont habitués. Il y en a qui gueulent, hein, mais tout le monde le fait. Donc si t'es pas content, c'est pareil. Faut avoir des piscines alors là-bas. De toute façon, t'as 15 mecs qui rentrent plongent dans ta piscine. Normalement, t'offres un coup à boire, tu ressors, tu vois. C'est quand même ultra convivial. Et là, c'est le seul moment de la fête où j'ai relâché. Et après, je me suis promis que je ferais plus jamais ça. Hein. Ok. C'est trop... Tu peux pas... Trop d'énergie. S'il y a des comités des fêtes qui mettent un an à organiser une fête de village... C'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Ok. Là, c'est pas notre rôle. Et par contre, c'est un moment qui restera gravé... Dans la mémoire Ouais, dans notre mémoire et dans la mémoire du club, ouais, sans problème.
On va basculer sur la deuxième saison. Comment ça se passe? Comment vous entamez la deuxième saison? Alors, la deuxième saison, on l'entame en fixant des objectifs cette fois. L'objectif de base, c'est sortir en coupe, en phase de groupe, et arracher au moins une 3e place. Même si dans la tête, on dit monter. Ça se passe bien, on gagne nos premiers matchs. Et après, sur un match à Cuxac, il se passe une dinguerie, on perd notre gardien. Je donne une consigne à mes joueurs. Il y a un joueur dans notre équipe qui est capitaine, qui est Jérémy Mardaille, qui joue 6 de base, mais qui est un gardien extraordinaire. Moi, je leur donne comme seule consigne de mettre Jérémy dans les cages. Et ils refusent, et ils mettent un autre joueur, Bradley, un joueur qui fait 150 kilos. Qui peut pas sauter? Ouais, non, c'est comme si moi j'allais aux cages. Cuxac qui est une équipe extrêmement faible. C'est-à-dire que Cuxac, normalement, cette équipe-là, on la prend, on la rouste. Alors, ils sont survoltés parce qu'ils viennent de perdre un joueur, un décès à la fin d'un match, des choses comme ça, je comprends. Par contre, on en prend 8. On prend 8-0 face à une équipe qui nous a jamais battus, normalement. 8-0, putain. Ouais, moi je rentre dans les vestiaires, je pète un câble. Quand je te dis je pète un câble, c'est je pète... À la mi-temps, il y a 4-0, je pète Ça, c'est début de saison? Ouais, c'est mois d'octobre. Ok. Mais je pète une durite, et du coup, je quitte le terrain, et je vais dans les tribunes, parce qu'ils ont un stade super avec des tribunes et tout. Et là, je vois la débandade, moi je redescends, je leur dis, écoutez les gars, démerdez-vous. Et si vous écoutez pas, c'est votre problème. C'est-à-dire, tu quittes ton poste d'entraîneur? Ouais, complètement. Je suis pas adapté peut-être. Je viens du rugby, moi. Je dis souvent qu'au rugby, tu peux gagner avec les couilles et le cœur. Au foot, les couilles et le cœur, ça suffit pas pour gagner. Ouais, il y a plus que ça. Ouais, il y a plus que ça. Alors qu'au rugby du même niveau, si t'as vraiment plus d'envie que l'adversaire et plus faim, tu peux rouler sur tout le monde. C'est pas le cas au football. C'est comme ça. Donc je laisse ma place à Julien Achoud, un vétéran, et Jérémy. Et donc ils passent la saison en autogestion. Des joueurs, ouais, c'est des joueurs de l'équipe. Ouais, c'est des joueurs. Et on passe la saison en autogestion et ça marche. Ça marche? Ouais, ça marche. Ça gagne des matchs, ça s'arrache. Moi, je reste président. Je suis comme je suis aujourd'hui, un peu dans le rôle d'adjoint. Je leur mets les maillots, ils ont leur petite étiquette, la petite boisson. Je suis là autour. Ce qu'il y a dans aucun club de district. Personne ne fait ça à part le OCFC. Il paraît, mais... En tout cas, moi qui ai joué en district, j'ai jamais vu ça avant d'arriver ici, surtout en Détroit. Enfin, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. C'est là où tu vois que c'est une vraie famille. Je pense que c'est important de mettre les joueurs... Tu vois, c'est comme on m'a déjà dit, il y a déjà des présidents de club qui m'ont dit « Attends, tes gars, ils ont du strap, c'est à volonté. » C'est bizarre. Mais non, parce que moi, je viens d'un sport où le rugby, quand tu arrives dans un vestiaire, quel que soit le niveau, alors t'as pas les étiquettes et la petite boisson comme on fait nous, j'ai poussé le truc un peu plus, mais t'as la pharmacie, t'as strap illimité, on te masse, parce que c'est un sport rude où tu t'engages, et t'es dans un fauteuil. Quand t'arrives sur un match de rugby, tout ce qui t'intéresse, c'est le match. C'est le match. Et moi, je voulais que mes joueurs, ils aient ce fauteuil-là. Ils arrivent, ils ont leur maillot accroché, leur étiquette, leur nom, ils ont leur petit Red Bull, leur petite boisson, ça change. Et c'est important, c'est très important pour moi qu'ils aient que ça à penser. C'est pour ça aussi que je vis très mal les défaites et les défaites... tu prends tout trop à cœur. Ouais, les défaites sans la manière, c'est les gars, vous n'avez pas le droit de déjouer. Vous avez que jouer au foot. L'entraînement, on fait tout pour que vous ayez des bonnes conditions. En match, vous avez qu'à penser ça. Sur le terrain, il faut au moins se donner à 200%. Et du coup, tu as l'impression que les joueurs ils doivent être éternellement redevables envers toi et tous les gens, tous les dirigeants? Pas envers moi. Et moi, je suis personne. Envers l'institution qui est le club. Tu as créé. Moi, je crée une institution, un peu comme certains diront le Real Madrid. Tu vois, Pérez, c'est personne. Dans le fond, c'est le club, l'institution. Là, c'est pareil. C'est envers le club, envers le maillot et envers ce que ça implique. D'accord. Je voulais te parler juste, on fait une petite aparté par rapport aux entraînements. Moi, ça me titille. Je me demande, quand t'as pas d'entraîneur, comment vous vous motivez tous à aller à l'entraînement et faire un entraînement qui vaut la peine d'y aller? Déjà, il y en a quelques-uns qui ont été annulés, surtout quand il pleut. Mais alors, quand moi j'étais entraîneur, je faisais comme je pouvais. J'ai passé un diplôme, un CFI et tout. Après, Jérém, il a quand même des diplômes dans le sport. Il a quand même fait le sport-études. Il a quand même été... Donc, c'est lui qui gérait les entraînements, c'était Jérémy. Jérémy. Et Julien, il a joué en national, tout ça. Donc, c'est quand même des... Julien, tu vois, il avait 35 ans. Maintenant, je crois qu'il en a 38, si je dis pas de bêtises. Il m'excusera si je le vieillis. C'est des mecs qui ont joué au foot toute leur vie. Donc, ils avaient quand même cette fibre de football. Donc, Ouais, mais c'est beau quand même. Et je trouve ça dur de sortir, d'être joueur et en même temps de se sortir pour tout contrôler et que tout se passe bien sans qu'il y ait personne qui vous dirige. Ah, ça, Jérémy, il m'a bien dit que c'était la première et dernière saison qu'il faisait ça. C'est pas régalé. Non, non, c'est compliqué. Et puis c'est compliqué quand c'est tes copains, hein, c'est compliqué quand t'es le capitaine. Puis finalement, oui, les entraînements, c'était plus... ils prenaient pas de plaisir. C'était quand t'encadres, c'est pas pareil. Puis Jérémy, il a 23 ans, 24 ans. C'est beaucoup trop jeune pour avoir cette casquette-là, je le comprends. Julien avait plus de facilité parce que déjà des années de football.
Et donc, plus tu vieillis, plus tu es quand même dans la transmission, ce qui est normal. Comment elle s'est finie cette saison? Elle s'est finie par un miracle, parce il y a des mauvaises choses sur certaines choses, mais il y en a des bonnes. Thomas, le président de Saint-André, me contacte. Moi, je suis dans les Alpes en train de travailler. Et il me dit, voilà, on est à côté, c'est difficile pour nous deux clubs. Donc Saint-André, le derby. Il faut savoir que derby tendu, pas que des amitiés. Et il me dit, ouais, une entente, est-ce que ça te dirait? Nous, on n'est pas assez aux entraînements et tout. Et je lui dis, bah écoute, on n'a qu'à faire un truc que personne ne fait. On n'a qu'à mixer nos équipes avant la fin du championnat. Je contacte le district en leur demandant si c'est légal de faire ça. Ils nous disent, bah, vous faites ce que vous voulez, c'est pas pro, il n'y a pas de règles. C'est du district. Voilà, donc en fait, tu as deux équipes de la même poule. Bah, tu en as une qui joue le haut de tableau, l'autre le bas quand même. Mais tu as deux équipes de la même poule qui s'entraînent ensemble. Et tu te retrouves avec des entraînements à 30 pour la fin de saison. Et tu as un coach qui apparaît. Donc ça soulage de suite Jérém et Julien parce que les séances, le coaching, il est toujours fait soit par moi, parce qu'après je reviens, soit par Julien ou Jérém, mais les séances, elles sont animées par quelqu'un d'autre, qui est le coach de Saint-André. Ça, clairement, moi je pense que c'est le tournant de notre saison et c'est ce qui nous fait monter. Avant de parler de la montée, comment ça s'est passé? Ça veut dire qu'il y a un club qui s'est évincé du championnat? Comment vous avez fait? Non, on a continué à jouer notre championnat. Mais c'est-à-dire, parce que tu dis que c'était uniquement pour les entraînements que vous vous êtes rejoints. Oui. Il n'y a aucun joueur qui allait jouer dans l'autre club. Ah non, on était en plein milieu. On fait ça, on est au mois de février. C'était que pour les entraînements. On est au mois de février, tu peux pas signer d'entente ou quoi que ce soit. On s'entraîne ensemble. Il y a même eu un match en fin de saison où Saint-André a pris 6-0. Mais on s'est entraîné en fait. Et ces joueurs-là, qui étaient des joueurs plus faibles que les nôtres, c'était des joueurs d'entraînement. Ça nous permettait d'avoir des entraînements garnis. Tu t'entraînes pas pareil quand tu es 25 ou 30 que quand t'es... ça nous arrivait souvent de faire des matchs à 11 avec des joueurs sur la touche, par exemple, que quand t'es 13. Donc ça a été... eux, je sais pas si ça les a aidés. J'ai pas l'impression, au vu de leur fin de saison. Ils ont gagné un match dans la saison. Par contre, nous, on est allé en quart de finale de coupe. On perd contre le finaliste. Et on perd sur un arbitrage un peu limite, litigieux sur un pénalty. Ça, c'est ce qui nous fait monter. Avoir un animateur et avoir des joueurs en plus. Comment elle se passe, cette montée? Cette montée, elle se passe un truc de fou. On a beaucoup de blessés. Il y a un match qui va nous valider la montée sportivement d'office. C'est un match contre le dernier de poule, c'est FCCM. Ce match-là, je suis obligé de le jouer. Alors que j'ai pas joué de la saison. Non, attends, incroyable. Ces mecs-là, ils ont pas gagné un match de la saison. Ils sont à 0 victoire. On va chez eux. On a roulé quand même sur tout le monde. Il y a l'Atlas Lézignan devant qui est imprenable. Ils ont un joueur qui a marqué 58 buts, qui est un ancien de Saint-Etienne, un ancien pro de Saint-Etienne. Mathieu Acebes, impossible, tu vois. Vraiment, c'est impossible de les jouer. Ils ont roulé sur tout le monde. Ils ont 0 défaite. On est la seule équipe à avoir fait le plus petit score, qui est un 2-1. Vraiment, c'est l'équipe, voilà, les premières. Nous, cette année-là, il n'y a qu'une montée, peut-être 2, c'est pas sûr. Et on a le match qui va nous valider la deuxième montée sûre, parce que c'était il y en avait 3. En fait, il y a une autre poule, et c'était le meilleur second qui montait. Et ce match-là, il nous valide. On le gagne, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Et on le perd, ce match. Je suis obligé de rentrer à la 70e. On perd 1-0, un terrain dur comme des cailloux, chez eux, impossible de rien faire, 35 degrés, tu vois. Mois de mai, mais 35 degrés. Le match à pas perdre, on le perd. Et en fait, ce qui nous sauve, c'est que au goal average, en fait, on passe quand même avec le même nombre de points que l'équipe d'en face. On passe au goal average, mais on a failli se mettre dans une dans une merde noire. Vous êtes fait peur alors que la montée devait être... Il n'y avait pas de raison. 1-0-0, ça suffisait. Et non, au lieu de ça, j'ai été obligé de jouer 15 minutes. Ok. Dernier match que j'ai joué d'ailleurs. Maintenant, on va parler de l'entente. Du coup, la deuxième saison se finit, vous montez en D3. Comment se passe la troisième saison? Comment vous l'entamez? Comment vous voyez un peu... Alors, il faut revenir un peu donc, sur les prémices. Donc, il y a cette fin de saison. Donc, comme je te disais, c'est on monte grâce... Ça m'écorche maintenant de dire ça, mais grâce à Saint-André, grâce au fait qu'il y a eu David et tout ça. Ensuite, ce qui se passe, il y a le 22, il y a la fête du foot. Alors ça, c'est une dinguerie. On fait venir un DJ qui s'appelle DJ Malouette, qui est une petite star sur TikTok, qui a 300 000 abonnés et tout, qui fait des millions de vues. Et on le fait venir, et en fait, on fait une promo, mais ça marche pas. Il y a d'autres fêtes ce jour-là et tout. On se retrouve au centre du village avec une sono démesurée, et on est 100. Les supporters du club et les mecs du club. Il n'y a personne d'autre qui vient. Le village nous en a voulu, c'est vrai, mais c'est une soirée mémorable. Jusqu'à 4h du matin, avec un caisson JBL stratosphérique. Tous les jeunes du village, c'est un moment de communion, cette fois de fraternité. Là, on était vraiment pour le coup qu'entre nous. Et ouais, donc au final, pas besoin qu'il y ait plus de monde parce que vous fêtez votre propre victoire. Ouais, voilà, ça nous a coûté 2000 € l'histoire. Parce que le DJ était gratuit, c'est un ami, il est venu, il n'y a pas de problème. La sono, on l'a pas payé cher. Par contre, l'alcool, nos joueurs ont bu. On a bu on était une
en fait, on avait fait une quête, on mettait chacun 20 €, on buvait illimité. On a bu à aller 80, 100, mais surtout, les autres payaient leur alcool. Donc nous, à une trentaine, on a bu 17 fûts de bière. Le psychopathe. Ouais, non, le lendemain, c'était très, 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 très compliqué. Ah, j'imagine. Là, une soirée comme ça, je re-signe demain. C'était mémorable. La soirée s'est arrêtée quand le maire est venu couper la musique. Et la 3e saison, du coup, l'entente, comment ça se passe? Au début, l'entente, elle est bien. Moi, j'ai un président en face de moi qui a l'air bien sous tout rapport. Il me trouve des sponsors, on discute. Par rapport aux sponsors, on n'en a jamais parlé, mais est-ce que la première, 2e saison, vous avez eu des sponsors? Alors, première saison, le sponsor, c'était moi, parce que j'avais un food truck, donc c'était moi le sponsor principal. Et à partir de la 2e saison, alors je le remercie énormément, c'est Axel Goujon et son père Gilles Goujon, qui est le chef étoilé que tout le monde connaît, hein, le grand chef étoilé, qui est le sponsor principal du club depuis maintenant 3 saisons. Encore aujourd'hui, ouais. Encore aujourd'hui. J'espère l'an prochain. Mais voilà, non seulement Axel joue avec nous, mais en plus, son partenariat, c'est une vitrine pour le club. Puis en plus, c'est eux qui designent les maillots avec une artiste qu'ils connaissent. Et nos maillots j'invite les gens à les regarder sur notre Instagram, ils sont sublimes. Il n'y a aucun club de ce niveau-là qui a des maillots. On en parle beaucoup en plus. Voilà, qui a des maillots comme ça. Qui a une boutique en ligne aussi, si jamais. Majestic qui fait vraiment de belles maquettes. Et donc le président, il est sous tout rapport, il trouve des sponsors. On signe, en fait, c'est peut-être mon erreur, on signe quelque chose de 50-50. Mais comme on est le club qui monte, on reste le club support. C'est-à-dire 50-50? En fait, comment ça marche une entente? Quand tu signes une entente dans le football, tu as forcément un club support. C'est-à-dire que si l'équipe descend et que le club il était en D2 et il descend en D3, par exemple, eh ben le club descendra en D3, mais si le club avec lequel tu as signé l'entente était en D4, il repart en D4. C'est le club, si un club monte et tu te sépares, tu vois ce que je veux dire? C'est en cas de séparation. Genre, nous, si on était monté, on se sépare, et ben chacun reprend. Ouais, ok, d'accord. Le club supérieur prend la division supérieure et l'autre retourne dans sa division d'origine. Ça, de toute façon, c'était pas négociable, vu qu'on était plus structuré, plus fort financièrement. Il n'y avait aucune raison de ne pas être le club support. Et donc, on signe, on partage les dépenses, on partage ton recrutement, parce que c'est un essor de ça, l'entente. C'est, ok, comment on fait pour amener le plus d'argent possible? Comment on fait pour faire passer le club dans une dimension totalement différente? On est dans la campagne, ça intéresse personne, il faut passer par les vidéos, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on te recrute, c'est pour ça qu'on a ce projet de créer de la vidéo pour après y mettre du sponsoring dessus. Et ça, on le fait sous l'entente, et à la base, on dit, ben voilà, salaire de l'apprenti divisé par 2, tous les frais de saison divisés par 2, les ballons, les maillots divisés par 2. Sauf que ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça au début, et rapidement, on commence à déchanter. Il y a des moments où le terrain, le samedi soir, il est pas tracé. Faut déranger un mec de la mairie. On jouait une fois à Durban, une fois à Saint-André. Quand c'était à Durban, tout est carré, on a l'habitude, on est professionnel. Les joueurs, tout va bien. Quand c'est à Saint-André, il y avait toujours des problèmes. Le terrain n'était pas tracé, il y avait des lumières qui s'éteignaient. Il y avait des problèmes structurels et il y avait un président en face de plus en plus absent. Je me suis rapidement retrouvé tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire ça, je peux pas. Toujours des problèmes. Les joueurs de Saint-André, à la base, ils devaient avoir un vivier de 30 joueurs. On s'est retrouvé avec des joueurs qui disparaissaient, des joueurs obligés de certains d'en exclure par des problèmes de comportement. On s'est retrouvé qu'au final, il est resté 3 joueurs de Saint-André, ils sont encore chez nous. Donc ça a fini ça a commencé, disons, à se tendre un peu avec le président adverse rapidement. Je voudrais revenir au niveau du tournant, parce qu'aujourd'hui, tu es avec moi. Vous m'avez signé. Et je voulais savoir où vous êtes passé pour, au final, prendre un apprenti. Pourquoi faire? C'était quoi vos objectifs? Et c'était quoi tes premiers a priori par rapport à ça? On avait eu un apprenti l'année d'avant qui était un joueur du club. C'est comme ça on a réussi à faire toutes les démarches pour savoir comment recruter un apprenti, les OPCO, tout ça. C'est très compliqué, ça prend énormément de temps. Donc une fois qu'on l'avait fait, c'était plus facile de recruter quelqu'un. Et sauf qu'un apprenti en commerce, si t'as que à vendre des banderoles autour de ton stade, ça sert à rien. Donc on s'est dit, ce qu'il faut, c'est du contenu. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. On va miser notre stratégie de communication là-dessus. Et ça paye, pas autant que j'aurais voulu, mais en 2 ans, ça a quand même payé. On est passé à 4500 abonnés, on fait 70 000 vues par mois. Ça paye. J'ai posté des offres sur Pôle emploi, j'ai eu plein de touches, toujours des candidats... je sais pas, il n'y avait pas cette fibre-là, il n'y avait pas... Déjà, j'ai pas eu beaucoup de joueurs de foot. J'en ai eu que 2, tu vois, toi et un autre. Le problème, c'est qu'on t'a au téléphone, tu me dis on est pas à Palavas. Palavas, c'est presque quasiment à côté, tu vois, c'est 1h30. Ouais, je suis au camping, je suis avec mes parents, là, c'était l'occasion. Bon, ok, il est jeune en plus, il y a ses parents sur place, allez, on y va. On est venu, ça a matché,
Et je déconseille au club de faire ce qu'on a fait, parce que nous, on a repris un apprenti comme ça, on est tombé sur la perle rare. Mais c'est pas donné à tout le monde. Oui, par rapport à ça, j'ai jamais vu de club de district embaucher un alternant dans l'audiovisuel. C'est peu commun. Même les clubs de régional, t'en vois pas beaucoup. Sachant que nous, non seulement on avait qu'une caméra de merde, rappelle-toi, t'es arrivé, on avait qu'un caméscope de 2005. Toi, t'avais ton matériel, t'avais tes ordinateurs. C'est un truc exceptionnel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont ça. T'aurais pas eu tout ce travail-là, on n'en serait pas, tout ce matériel-là, on n'en serait pas là. C'est des connexions, des fois, tu vois, la vie a fait que ça doit être comme ça et on est tombé sur la bonne personne au bon moment. Il faut pas que les clubs qui nous écoutent se disent demain je peux recruter un apprenti, ça va bien se passer. C'est une chance. Oui, c'est une chance. Ou si ça se passe bien, soit il faut avoir les moyens, acheter du matériel et avoir quelqu'un qu'on peut cadrer dans un bureau et tout, soit sinon il faut avoir la perle rare. Dans les deux cas, il faut prendre des risques parce que c'est des risques que tu as pris. Oui, dans tous les cas, c'est prendre des risques, oui. Après, on a aidé tes parents à trouver un appart. Tu étais venu te perdre dans un village de 73 habitants à côté du village du club. Alors que je viens de la ville. Ouais, voilà. Donc, un mec assez taré pour faire un truc pareil, ça pouvait que être dans l'esprit du projet du club. Personne d'autre aurait fait ça, en vrai. Personne. J'ai envie de te parler du coach. Parce que l'année dernière, vous n'en avez pas. L'année passée, vous n'en avez pas. Là, vous recrutez un coach parce que vous faites une entente. Ouais. Comment ça se passe à partir du milieu d'année? Même à partir du début. Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Faut savoir que moi, personnellement, l'histoire que je vais raconter m'a beaucoup affecté. C'est quelqu'un avec qui je sympathise énormément, avec qui on parle tous les jours. Et c'est un coach qui a énormément besoin qu'on lui parle, qu'on le rassure. Tout le temps, toute la journée, des vocaux, H24. Et ça en devenait usant, mais tout le temps on se parlait et tout. J'ai jamais remis... Moi, le sportif, j'y mets un peu plus mon nez cette année, mais là, pour moi, la règle, c'était de ne pas y mettre les doigts. Donc il avait carte blanche, je l'ai laissé gérer les joueurs comme il voulait, faire les choix qu'il voulait. Tu voulais juste être... En faisant ça, tu voulais juste être un peu libéré? Être président, moi, faire mon rôle de président. Sauf que les rares fois où tu lui disais quelque chose, il avait tendance à se vexer et tout, mais je me suis pas inquiété, c'est la personnalité, tu vois, de chacun. Le problème, c'est qu'à partir de janvier, on est à 5 points du premier. On est à 5 points du premier. 5 points du premier. On est à 5 points du premier. Il arrive à l'entraînement à la reprise, il nous parle de maintien. Donc là, le mindset, il y a un petit problème. Ouais, l'incohérence complète. Il faut savoir qu'on finit la saison à 21 points. Le premier, il en a 30. Le deuxième promu, il en a 28. Donc à 7 points, tu vois, tout c'était une poule très, 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 très serrée. Même si on finit 9e. Donc parler de maintien à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vas-y, c'est le coach, tout ça. Et il continue, on se parle tout le temps. Jamais on s'est disputé. Jamais, jamais, jamais. Et ça, je le dis parce que les gens qui vont nous entendre ont besoin de le savoir. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Un matin, je me lève, il est 8h du matin. Tu peux situer à peu près dans l'année où on est au mois de mars. On est fin février, début mars. J'attrape mon portable, je fais comme tous les matins. Après, le truc que je fais, c'est je regarde mes messages. Et là, je vois que sur le groupe du foot, il y a... Je sais pas combien de messages. Je me dis, c'est bizarre. Mes joueurs, en principe, ils travaillent ou ils dorment. C'est quand même bizarre. J'ouvre. Et là, je vois qu'il met un pavé où il dit qu'il démissionne à cause de moi. Moi, je suis totalement décomposé. Je suis sur le cul. Je comprends pas. Et il dit dans son message qu'il allait se disputer avec moi. Je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il finit par répondre. Il me donne une excuse. T'as cassé du sucre sur mon dos devant les joueurs. Nanani, nanana. Tu voulais changer d'entraîneur. Chose qui est faux. J'ai jamais cherché un autre entraîneur. J'ai jamais cassé du sucre. Il n'y a aucun joueur du CFC de cette année ou de l'année dernière qui peut dire qu'à ce moment-là, j'ai cassé du sucre sur lui. Personne. Toi-même, tu étais un des gens les plus proches de moi. Personne. Et lui, son excuse, c'était le président. Donc, il m'a mis sa démission sur le dos. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé aux joueurs. Les joueurs lui ont dit, mais non, reste, tout ça. Oui, parce que ça a fait une grosse embrouille. Derrière nous, on avait un groupe de joueurs à part. Ça a beaucoup parlé. Et on essayait de savoir pourquoi, parce que même à un moment, on doutait, on disait, mais est-ce que c'est vraiment Tristan a fait quelque chose de mal? C'était aussi notre atmosphère, elle était bizarre. Voilà, et les joueurs sont donc allés, la majorité, lui dire, moi, il m'a jamais parlé de toi, donc là, 90% des joueurs, il a continué dans cette version. Et moi, je lui ai toujours dit, mais confronte-moi, moi je suis un homme, j'assume. Si j'ai dit quelque chose, tu mets tout le monde en rond, tu me dis devant tout le monde, qu'est-ce que j'ai dit? Et qui t'a dit ça, tu vois?
que je puisse me défendre. Il a toujours refusé. Se passe un match où on met 7-0, il est plus là, pour essayer de le faire revenir, parce que les joueurs étaient attachés à lui malgré tout. Il faut savoir que cet entraîneur, toute la saison, il m'a dit que si on était en entente avec Saint-André à la fin de l'année, il arrêtait parce qu'il s'embrouillait constamment avec les mecs de Saint-André. Il appelait ça la gangrène oxanaise. C'est sa grande phrase. Moi, j'ai des centaines de messages de lui qui me parle de ça. Ou la gangrène oxanaise, Thiago, donc c'est maintenant le président de l'Oxa. Il faut savoir que Thiago, en plus, voulait le virer, vu qu'en janvier, on avait une réunion, il voulait le virer. Et constamment, il était devenu anti-Oxa, parce que l'Oxa, comparé à Durban, l'organisation, il voyait bien qu'il y avait un club, il y avait un TGV et une calèche. Donc ça, il le voyait. Oui, mais c'est la vérité. Après, si ça plaît à l'Oxa d'être en D4, d'être dernier de D4, et de se régaler entre potes à prendre des volets, tant mieux pour eux. Voilà, nous, c'était pas notre objectif. Donc, il continue dans son mensonge, parce que c'est un mensonge, je n'ai jamais rien fait, et il continue, incapable. Quelques semaines se passent, il me renvoie un message, il me dit « J'allais revenir et tout, mais tu m'as supprimé de Sport-Easy ». Donc Sport-Easy, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui nous permet de gérer l'équipe. Le mec, il revenait pas, bien sûr, je vais pas le laisser sur Sport-Easy pour qu'il voit nos joueurs, nos stats, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il serait revenu, soi-disant, si je l'avais pas supprimé de Sport-Easy. Bizarre, c'est comme les enfants. Quand tu dis à un enfant, si t'avais été sage, t'aurais eu ça. C'est pas le cas. Et il continue. Et donc moi, ça continue parce que ça me travaille, parce que je lâche pas. Des fois, je peux faire des trucs pas bien, ok, mais quand je sais que j'ai rien fait, me faire salir, ça me plaît pas du tout. Ouais, c'était pesant, ça a duré quelques mois. Ça a duré quelques mois. Et s'en vient le moment où je le recroise au final du district. Ça, c'était fin juin. Ouais, vers le 20 juin. Et là, je parle pendant 1h30 avec lui. Et sa version, elle a changé. Soi-disant, il a vu une capture d'écran. Alors, c'est plus un joueur de chez nous qui lui a dit que je lui parlais mal. Il aurait vu une capture d'écran où je cherchais un autre coach. Donc, ce mec-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu pourrir un président et détruire un club sans jamais être capable de dire pourquoi, comment et qui. Et toujours, oui, mais si je parle, ça va détruire le club. Oui, mais si je parle, je vais mettre un tel en porte-à-faux. Nani, nana. Alors que c'est plus son silence qui a détruit... Exactement. Il a fallu que je fasse le pompier. Il a fallu que je trouve un coach en urgence pour la saison d'après. Heureusement, on nous a rejoint. Et il a fallu que je mette pour garder mes joueurs et les 3 joueurs de Saint-André des garanties sur la table et que je m'investisse encore plus pour leur montrer, les gars, ça ne peut pas se finir là-dessus. On s'est fait avoir, on a été manipulés, tout ça. Donc les joueurs sont restés. Mais ce type-là, le pire, c'est que cette saison, il entraîne qui en loose D sans être entraîneur officiel? Saint-André. Alors qu'il a passé une saison à me dire... cracher dessus et à me dire que Durban, c'était l'Eldorado des footballeurs. Faut bien être mignon. Mais c'est une trahison. On m'a déjà trahi dans ma vie, mais comme ça, jamais. C'est sorti de nulle part. C'est orchestré parce que tout cumulé, il y a eu ça. Ah oui, c'est aberrant. Oui, il y a eu ça. Et puis, il y a eu les bâtons dans les roues mis par Saint-André avant, par la direction de Saint-André qui faisait plus rien. Des matchs, je reviens un petit peu en arrière. Cette saison-là, on me prend un coup de téléphone le jeudi. On me dit, on peut pas jouer à Saint-André, donc c'était un match sur 2, c'était déjà programmé, on peut pas jouer à Saint-André dimanche, et à le rugby, on n'avait pas reçu le mail. Histoire de fou, hein. Moi, grâce à Axel Goujon, encore une fois, il sauve la maison. J'arrive au dernier moment à décaler le match à Port-la-Nouvelle, sinon c'est forfait, hein. Forfait moins 1 point. J'apprends quoi au détour d'une conversation dans les toilettes, parce qu'à un moment, 2-3 semaines après, je vais aux toilettes. Oui, non, mais je vais aux toilettes et là, il y a Thiago, l'actuel président de Saint-André, avec Thomas qui s'engueule et qui disent « Oui, j'ai été obligé de lui mentir. Le mail, on l'a pas reçu alors que c'est Nicolas Favry, leur secrétaire qu'on avait exclu pour avoir insulté le coach. Leur secrétaire, en fait, qui a volontairement caché le mail. Et donc, des sabotages comme ça. Et aujourd'hui, le mec qu'on a exclu parce qu'il avait insulté le coach, il est entraîné par ce même coach. Et tout cumulé, il faut arrêter. L'objectif de l'entente de Saint-André, ça a été eu qu'une seule chose. Et Thomas me l'avait déjà dit, il voulait un gros club des Corbières, mais il le voulait sans Durban. Et tout mis bout à bout, leur seul objectif, ça a été de détruire Durban. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, David Ménard, je cite bien son nom, c'est quelqu'un à qui je dirais pas bonjour aujourd'hui. Du coup, la fin de saison, si je comprends bien, vous l'avez terminé encore une fois sans entraîneur. Non, il y a Kevin Serre, alors qui, malgré lui, est parti à l'Oxa, mais Kevin, c'est un gentil garçon, mais qui suit un peu ses amis d'enfance, donc je lui en veux pas. C'est quelqu'un qui a pas forcément de facilité, mais qui a fait ce qu'il pouvait pour maintenir pour assurer jusqu'à la fin de la saison. Il l'a fait, il restait 4 ou 5 matchs, il l'a fait. Donc on a sauvé de peu la descente, quoi. C'est ce qui s'est passé. Dans les faits, on est 9e, mais dans les faits, on est 9e avec 15 points d'avance sur le premier relégable.
Donc non, mais par contre, on s'est saboté, David Ménard a saboté notre saison. Parce qu'au mois de janvier, quand tu es à 5 points du premier, c'est pas on vise le maintien qu'il faut raconter. On vise la montée. T'es 5e, certes, t'es 5e ou 6e, mais à 5 points du premier. Là, si on avait l'équipe qu'on a là dans la poule de l'an dernier, on serait à la place de l'E4, invaincu. On aurait mis des pistaches, mais à tout le monde. Et donc, après, d'un côté, c'est dommage, parce que si on avait pris plus d'avance, qu'on était monté avec ce qui s'est passé, on serait arrivé en D2 avec cette équipe-là, on aurait pu peut-être même prétendre à jouer plus qu'au maintien, je pense. Ok. Après, on a fait une AG, on a mis tout carte sur table. Les joueurs de Saint-André sont restés, nos joueurs sont restés. On a eu deux départs. Yohann Alou. Mais bon, un rouge par match, même si j'adore l'homme, le joueur coûte un peu cher. Il a d'ailleurs pris un rouge contre nous encore cette saison. Tardivement quand même. Tardivement. Mais le premier match, il n'a pas joué parce que justement, il avait pris un rouge. Donc un joueur qui coûte un peu cher. Et ensuite Arnaud Xatar, qui était joueur historique de Durban, qui aurait d'ailleurs passé les 100 matchs avec nous en même temps que Younes. Qui s'occupe encore de l'école de foot et tout, mais qui, pour des raisons de travail, si vous voulez continuer de jouer au foot en s'entraînant, parce que chez nous, sans s'entraîner, ça aurait été compliqué, a été obligé de jouer dans le club de son village, qui est Saint-André. Et on a eu Mika Avril, qui est parti en décembre. Ça sera après, ça. Okay. Avant de parler de cette année, du coup, je vais plus parler du club. Comment tu définirais le club aujourd'hui ? C'est un club qui veut donner une ossature, pas pro ni semi-pro, parce qu'on a un terrain de merde détruit, tu vois, mais... semblable. Ouais, un confort semblable aux joueurs. C'est un club qui fait tout pour ses joueurs. Il y a n'importe quel joueur qui m'appelle, qui me dit j'ai un problème ou quoi, on est là. S'il y a des fois on aide des joueurs à faire des papiers, des choses comme ça. Donc un club qui coucoune ses joueurs dans un esprit familial, mais en gardant ce truc compétitif et combatif. Ça se perd un peu quand il y a de la concurrence, c'est ça qui est dommage cette saison, c'est que certains joueurs s'abandonnent dès qu'il y a de la concurrence. Et alors que la concurrence, c'est sain. C'est pas grave de jouer 30 minutes, c'est pas grave de jouer un match sur 2. À la fin, si t'as une coupe, si t'as un championnat... C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pour ça que c'est un sport d'équipe. Voilà, tu as participé et il faut que certains arrivent à mettre leur frustration... Mais je savais que ça allait arriver, ces petites tensions en fonction avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Il faut savoir tempérer, quoi. Mais c'est toujours dur parce que ça ne nous concerne pas prioritairement. Tu peux pas réagir à la place de la personne. Voilà, et puis le fait qu'il y ait les réseaux, ça nous expose aussi. Les arbitres, c'est beaucoup plus dur avec les arbitres. Parce que les arbitres savent très bien qu'ils vont faire des erreurs, qu'elles vont être filmées, qu'elles vont être affichées. Donc forcément, de base, ils sont plus sévères avec nous. Ça attire des joueurs, donc forcément, on a plus de joueurs, donc plus de concurrence. Et on est attendu à chaque match. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. S'exposer, c'est s'exposer à des problèmes. En parlant du club, vous êtes combien à gérer tout ça ? Alors, dans la gestion pure, on est 2. Parce que les décisions se prennent à 2, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, même s'il y a un bureau. Les décisions très importantes, on fonctionne un peu comme une start-up. Les décisions très importantes et stratégiques, on les prend à 5. Mais sinon, la gestion courante, c'est à 2. On va pas faire une réunion toutes les 30 secondes. Ensuite, on a 2 bénévoles, 3 bénévoles. Et puis maintenant, il y a une équipe féminine. Donc en fait, les joueuses sont aussi bénévoles, les joueurs sont aussi bénévoles. La gestion du club, c'est tout un ensemble de personnes. On est une centaine de licenciés, donc avec les enfants. Donc je dirais que vraiment impliqués dans la vie du club, il y a une trentaine de personnes. On va vite fait de parler de l'école de foot. Vous avez combien d'équipes au total ? Qu'est-ce que vous avez comme équipe concrètement aussi ? Alors, on a U7, U9, U11 et U13. Et passer le palier du 13 à U15... c'est compliqué. Compliqué, ça devient un vrai championnat. Ça devient un championnat à 11, ça devient un championnat sur 2 départements. Et là, il te faut vraiment un entraîneur, un adjoint. Et on n'a pas suffisamment de joueurs aussi, c'est ça ? Voilà, on n'a pas suffisamment de joueurs, même si je pense qu'on pourrait les attirer, mais on n'a pas suffisamment d'encadrants, d'entraîneurs. Ok. C'est un autre délire. Qu'est-ce que vous avez mis en place au CFC ? On a ressemé nous-mêmes notre terrain, parce que la mairie ne le faisait pas. Faut savoir qu'on a fait des dossiers, on a écrit à la ministre des Sports qui nous a répondu. On pourrait avoir un synthétique à Durban, mais on a de la terre. Parce que la mairie ne fait pas ses dossiers, ne fait pas son travail. On a une lettre de la mairie de la ministre des Sports. Donc, parce qu'on a écrit jusqu'au président de la République, nous. Que je fais les trucs, c'est pas à moitié. La ministre des Sports nous a répondu. Il y a des dossiers. On a distribué des graines mellifères dans le village. On met en place les maillots, tous ces petits trucs-là, les repas gratuits. On essaie vraiment de faire vivre le club au maximum dans la convivialité. Les joueurs paient leur licence, mais des fois, ils paient les repas en semaine. Mais les repas d'avant-match sont gratuits. Ils ont toujours la petite boisson, toujours ces trucs-là. Ouais, donc c'est vraiment un esprit familial plus. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu peux rapidement me parler de cette saison ? On est 4e, à 3 à 4 points du second. On est en train de se tirer une balle dans le pied tout seul.
parce qu'on a des armes, on a un coach qui vient de national, qui a déjà fait monter des équipes en finale de coupe et tout. C'est compliqué. Je pense qu'on se crée des problèmes où il n'y en a pas. Moi, je me mets en retrait, on verra comment ça se passe contre le 4. Mais si on ne monte pas cette saison, on se sera détruit la saison tout seul. On est à combien de points comparé à l'année dernière? On a perdu des points avec la disqualification de la SC des Îles, mais on est à 23 points, on était à 21 l'an dernier, sauf qu'il reste 6 matchs. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous avez eu beaucoup de recrues cette année? Ouais, 7 ou 8, oui. 7 ou 8? Oui. Est-ce que tu peux me parler de toi, pour finir? Alors moi, je viens du rugby, j'ai joué à Carcassonne, après j'ai joué à 13. Rien me destinait à aller au foot, hein. Moi j'ai toujours dit que le foot c'était un sport de pleureuse, et le destin fait que je suis arrivé là. Voilà, maintenant je travaille aussi dans le milieu du sport, je commercialise de l'IA, de l'intelligence artificielle dans le sport, et je consacre ma vie, c'est le travail et le club, et c'est mes principales activités. Et le dernier point, pour conclure, c'est quoi l'avenir du CFC? J'espère un avenir en D2. Ça va être difficile vu les conditions à l'heure actuelle, mais j'ai un avenir en 2e division départementale. On a encore quelques recrues structurées, changer de stade. Ça va être notre priorité, c'est changer de mairie. Ok. Aller ailleurs, et j'espère que l'avenir sera radieux. Et par rapport à toi? J'en sais rien, je sais pas. Tout dépendra de cette saison. Ça me prend beaucoup de temps, et comme je t'ai dit, j'y mets vraiment du cœur. Et quand on se fourvoie sur du comportemental, on peut perdre même tous les matchs si on perd avec les armes dans les mains. Quand on se met en difficulté tout seul, c'est très dur, donc je sais pas. Est-ce que tu y crois? À la montée? Pas forcément à la montée, mais est-ce que tu crois en l'avenir du club? Oui, l'avenir du club, oui, ça devient une institution. Le club va pas disparaître, enfin j'espère pas. Non. Donc même si tu te désistes de tes fonctions, tu penses que quelqu'un reprendra le club? Ouais, si à part moi, il y a Morgan, je serai toujours derrière. Je serai peut-être plus le président sur le papier, mais je serai conseiller de celui qui prendra ma place. D'accord. Et est-ce que tu aurais un petit message pour les gens qui nous regardent, qui aimeraient soit rejoindre le club ou soit prendre exemple sur nous? Prendre exemple sur nous, ça va être difficile parce que c'est très atypique, mais si on peut en inspirer des gens qui ont de la motivation, qu'ils le fassent. Et nous rejoindre, vous pouvez contacter nos réseaux, vous abonner, et surtout, vous pouvez nous soutenir, que vous soyez sponsor, équipementier, vendeur de boissons. Comme je vous dis, on a une boisson avant chaque match. N'hésitez pas à nous soutenir, et c'est une belle histoire. Et j'espère un jour le club sera en régional. On l'espère tous, je l'espère aussi. Moi j'y jouerai en régional. Ça serait, t'es encore jeune, c'est possible. Ben, merci Tristan. Merci Aurélien, c'était génial. Moi aussi, je me suis régalé. Tu vois, je t'avais dit qu'on passerait un bon moment. Ouais, hein. c'est pas mal, en plus on est bien installé et tout. Trop cool. Clean. Super. C'est bon? Tu vois, c'est court 1 heure. Hein. Ça passe super vite. Super vite, mais oui.